Un tableau préféré, il n'y a pas vraiment un tableau. Il y en a bien sûr, qui me viennent à l'esprit, mais pas un. Ils seront en général classiques. Euh, je dirais, il y aurait la Madone Sixtine de Raphaël, par exemple, est un de mes tableaux préférés. Mais je pourrais dire aussi, curieusement, la Joconde. Hein, c'est bizarre, mais je pourrais dire aussi bien, je pourrais aller du côté du XVIIIe siècle. Je trouve que le Verrou de Fragonard est un tableau tout à fait extraordinaire et fascinant, où, en descendant encore dans le temps, l'origine du monde de Courbet, quel beau tableau. Et puis un des rares tableaux qui m'est vraiment touché, c'est une esquisse de la danse de Matisse. Donc un tableau préféré, je n'ai pas vraiment. D'abord, ça ne sera pas forcément un tableau, ça peut être une fresque. Ça peut être un polyptyque, un retable entier dans une église. Disons qu'il y a des peintures qui touchent ou qui me touchent plus que d'autres, qui m'ont touché plus que d'autres. Mais je dirais la question, c'est moins peut-être quel est le tableau préféré ou mes tableaux préférés que mais qu'est-ce qui me touche dans un tableau. Comment se fait-il, ou dans une fresque, ou dans un lieu de peinture. Parce que, par exemple, l'idée de tableau suppose déjà que cette peinture est constituée comme une unité qui est accrochée sur un mur, qu'elle a son cadre ou qu'elle n'a pas de cadre, puisqu'aujourd'hui on aime bien accrocher les tableaux sans cadre, ou parfois les montrer sans cadre, mais il n'y a rien de plus émouvant pour moi que de me trouver dans un lieu entièrement couvert de peinture, d'être enveloppé de peinture. Et là, je pense, par exemple, à la Chambre des époux, qui a été peinte en 1460, je crois, 69, 74, pendant 5 ans, par Mantegna, à la cour du prince de Mantoue. Et quand on entre dans cette pièce et qu'on a la chance, comme je l'ai eu, parce que maintenant c'est plus possible, on n'a plus le temps de rester une demi-heure dans une salle. Il faut, en un quart d'heure, on doit partir. Il y a trop de monde qui veulent venir voir. Mais pouvoir passer comme ça une demi-heure, ou trois quarts d'heure, ou une heure, j'ai passé des heures dans cette salle, au bout d'un moment, la sensation d'être, comme je disais tout à l'heure, enveloppé dans la peinture et d'être pénétré par cette peinture parce qu'elle m'enveloppe, il y a des émotions qui sont extraordinaires. La Chambre des époux de Mantegna en est un de ces exemples. Un autre exemple, je dois dire, qui me continue à me bouleverser, où je ne vais plus, parce qu'on ne peut plus voir les peintures comme on les voyait il y a encore quelques années seulement, c'est la chapelle de Piero della Francesca à Arezzo, avec l'histoire de la croix, où j'ai passé vraiment des journées à regarder, prendre des notes, regarder, revenir le lendemain pour voir ce que je n'avais pas vu, ou essayer de voir ce que je n'avais pas vu. Et c'est vrai que, comme le disent les Goncourt, à propos d'un tableau de Chardin, à ce moment, la peinture se lève. Elle se lève et à ce moment-là, elle me prend, elle vous prend. Et là, il y a une véritable émotion. Alors, de quel type est cette émotion? Ça, c'est difficile à dire. Ça, c'est très difficile à dire parce que, justement, la peinture, je ne sais plus si c'est Stendhal qui disait ça, mais il disait ça en tout cas, je crois, de Raphaël, qui est un peintre que j'adore, évidemment. C'est que le malheur de Raphaël, mais je pense aussi de la peinture parfois, c'est qu'elle passe par la tête. Elle passe par la tête. C'est ce que disait Bernin, d'ailleurs aussi de Poussin. Hein, Bernin, le grand Bernin, le grand baroque Bernin, voyant les tableaux de Poussin à Paris que lui montre Chanteloup, passionné, fasciné par ces tableaux, passant on ne sait combien de temps, mais certainement plus d'une heure à regarder les tableaux qu'on lui amenait au fur et à mesure. Et après, en particulier un des sacrements qui lui est présenté, s'agenouillant, regardant, s'approchant, mettant ses lunettes, enlevant ses lunettes, tout ça est parfaitement décrit, et puis se relevant, et son commentaire final étant il signor Poussin lavora di là. Il se touchait le front en même temps. Bon, c'est à la fois la grandeur de Poussin et d'une certaine manière aussi peut-être son malheur, parce que la peinture est un art fascinant, mais qui, quand il touche, c'est plus rare. Enfin, pour moi en tout cas, et à ce moment-là, ce qui est très étrange, et je n'ai toujours pas de réponse, avant je n'ai pas de réponse, je suis en train de la chercher cette réponse. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau, une fresque, un lieu de peinture peut toucher? Pourquoi est-ce que devant cette esquisse de la danse de Matisse, les larmes me sont venues? C'est ce qui est absurde, parce qu'on n'a pas à pleurer devant une peinture. On pleure à la musique, on pleure à l'opéra, ça c'est connu, c'est classique. Mais devant un tableau, en général, ça ne passe pas par là, l'émotion est d'un autre type. Donc, qu'est-ce qui touche dans une peinture? Ça, c'est une question difficile à laquelle je me garderai de répondre trop rapidement. En revanche,
qu'est-ce qui fascine dans un tableau, hein, qu'est-ce qui fascine dans un tableau, qu'est-ce qui fait que telle œuvre, plutôt que telle autre, fait qu'on s'arrête, hein, et qu'on ne peut pas s'en détacher. Ou que l'œuvre, comme disait Roger de Pile, à la fin du XVIIe siècle, l'œuvre vous appelle, hein, et qu'on est appelé par l'œuvre. En ce qui me concerne, parce qu'il n'y a bien sûr pas de règle générale, en ce qui me concerne, je dirais que c'est le sentiment que là, vraiment, dans cette œuvre-là, il y a quelque chose qui pense. Il y a quelque chose qui pense, et qui pense sans mots. Et moi, je suis quelqu'un qui parle, hein, je suis quelqu'un qui écrit. Ma pensée, c'est avec les mots, qu'elle se cherche, qu'elle s'exprime, qu'elle se formule, qu'elle se transmet. Et un tableau de peinture, ou une peinture en général, eh bien, elle pense, et elle pense non verbalement. Et certaines peintures, pour moi, m'attirent, me fixent, m'arrêtent, me parle, comme dit Roger de Pile, elle a quelque chose à me dire, mais il se trouve qu'en fait, elle ne me dit rien. Et cette fascination-là, cette attente, cette mise en position d'attente de quelque chose, qui fait que la peinture, le tableau ou le lieu de peinture, m'arrête et me fixe. Et par exemple, je prends un exemple, le verrou de Fragonard. Le verrou de Fragonard, la première fois où je l'ai vu, c'était à l'exposition Fragonard, quand il avait été acheté pas longtemps auparavant par le Louvre, identifié et finalement acheté par le Louvre. Je connaissais bien sûr le verrou par ses reproductions, ses gravures, etc. Et là, j'ai été arrêté, j'ai eu un choc. Il y a quelque chose qui m'appelait. Et je crois qu'après coup, il m'a fallu un temps pour comprendre ce qui m'appelait. C'était le fait que dans ce tableau, qui est un petit tableau, hein, c'est pas un grand tableau, eh bien, la moitié du tableau, la moitié gauche du tableau, est occupée, comme l'a dit un grand spécialiste, mais je crois qu'il s'est trompé, ou alors il lui a entièrement raison, mais sans le savoir, est occupée par rien. Et ça m'a arrêté. Que fait ce peintre qui me raconte dans le fond une anecdote, hein, un jeune homme qui enlace une jeune fille pour la mettre sur le lit ensuite, et puis cet ensuite, en fait, il est déjà là. Hein, c'est ce morceau de peinture, la moitié du tableau, fait uniquement de plis, de draps, de froissures, je dirais. Et ça m'a fasciné. Là, j'avais effectivement ce que Delacroix, je crois, a appelé la puissance muette, la silencieuse puissance de la peinture. Et c'est ça qui me fascine et qui fait que certains tableaux me touchent, me fascinent plus que d'autres. Dans le cas de Fragonard, c'était cette silencieuse puissance du pictural, je veux dire, hein, mais qui a un sens, bien sûr, parce qu'après ça, l'historien que je suis ou l'interprète que je suis a besoin de se demander, mais que signifie, hein, ce rien, que signifie ces draps plissés. Alors, allez voir le verrou et vous verrez qu'il signifie des choses extrêmement précises et qui sont en fait le commentaire, dans l'explication de ce qui se passe à droite, à la fois le passé et le futur, hein, de ce qui se passe à droite. Bon. Mais dans d'autres cas, et par exemple, là, je prendrai le lieu qui est la chambre des époux de Mantegna, donc au palais ducal de Mantoue, à la fin du XVe siècle. Le lieu est charmant, et bon, d'abord c'est beau, hein, c'est-à-dire que c'est beau, c'est-à-dire cette peinture a une puissance d'harmonie assez exceptionnelle. Mais ensuite, ce qui m'avait fasciné, c'était le fait que c'est une chambre assez petite, c'est une pièce assez petite, grande aux critères d'aujourd'hui, mais petite pour l'époque, et où tout l'art du peintre a consisté à peindre entièrement la voûte, le plafond, qui est un plafond en courbe, et ensuite à développer des trésors de peinture sur 2 murs, et sur des autres murs, à peindre des tentures abaissées. Des tentures dont on voit qu'elles sont abaissées parce que derrière on voit du ciel, on voit qu'il y a quelque chose derrière, mais elles sont peintes abaissées, et nous savons que, en plus, ces tentures peintes étaient recouvertes de tentures réelles. Donc je veux dire qu'à partir du moment où, et là bien sûr l'historien a un avantage, c'est qu'il est un peu au courant de ce qui s'est passé, pas juste la chose comme ça, telle qu'elle se présente à lui, mais justement ce que j'avais lu ne me donnait pas d'explication que satisfaisant, ça aplatissait la poésie, hein, de cet art consistant à ne peindre que 2 murs sur 4. Et là, je veux dire, à nouveau, j'ai eu envie de passer des heures, et j'ai passé des heures à regarder, à essayer de comprendre, hein, ce que cette peinture me disait, nous disait ou avait dit silencieusement. Et je veux dire que j'ai été, je l'espère en tout cas, souvent récompensé par la peinture. J'ai constaté que le mécanisme de l'émotion, hein, de la venue de l'émotion, hein, la venue de l'émotion pouvait se produire de 2 façons différentes. Premièrement, le choc, la surprise, l'émotion pure et qui ne se verbalise pas, impossible à verbaliser. Par exemple, ce qui m'a bouleversé dans l'esquisse pour la danse de Matisse, c'était le bleu. Ce bleu-là, hein, c'est pas n'importe quel bleu, mais tout ce que je peux dire, c'était du bleu. Mais ce bleu-là, hein, cette tonalité de bleu inventée par Matisse,
m'a bouleversé au point que j'ai eu larmes aux yeux, donc j'ai quitté la salle immédiatement. Je ne suis pas revenu, parce qu'on ne pleure pas en public devant un tableau, on peut pleurer chez soi, mais pas en public devant un tableau. Et c'est après, en réfléchissant à la qualité de bleu, que je me suis dit, en fait, dans ce bleu, il y a du rouge qui est caché, et c'est ce rouge qui, depuis le bleu, m'appelle. Bon. Mais c'est mon sentiment. Peut-être que Matisse n'a pas mis de rouge en son bleu. Je pense qu'il y avait du rouge en son bleu. En tout cas, moi, j'ai vu ce bleu avec du rouge. Mais chacun voit les couleurs comme il l'entend. Donc, en tout cas, c'est le premier type d'émotion touché par une surprise, un choc, qui donc, enfin, en ce qui me concerne, est un choc visuel coloriste. Hein. C'est le coloris qui me touche et m'appelle. Mais ça, c'est un premier type d'émotion. Le deuxième type d'émotion, c'est quand, avec le temps, avec la durée, avec le fait de revenir, peu à peu, je dirais, comment dire, les couches de sens, le feuilletage, cette accumulation de sens, de réflexion, de méditation du peintre, eh bien, peu à peu, j'ai l'impression que, la peinture soulève une partie, puis elle soulève une autre partie, et puis au fur et à mesure, une intimité. Mais c'est la même chose, au bout de compte, c'est l'intimité. D'un côté, il y a l'intimité du bleu rouge de Matisse, c'est ce rouge-là dans le bleu, et puis de l'autre côté, c'est l'intimité, alors effectivement, je dirais, du peintre dans son œuvre, et aussi de toute son époque dans son œuvre. Parce que à la Chambre des époux de Mantegna, c'est vrai que c'est pas seulement Mantegna, qui est un peintre génial, qui était un peintre génial et qui est un peintre génial, mais c'est aussi le commanditaire, le prince Ludovic Gonzague, la femme. Et alors à ce moment, l'histoire devient passionnante parce que, comme disait Warburg, au bout du compte, on entend ces voix. On finit par les entendre, les voix des bourgeois florentins qui se peignent dans leur chapelle. Parce que là, l'histoire donne une familiarité artificielle. Il ne s'agit pas de prétendre qu'on a l'état d'esprit d'un bourgeois du XVe siècle, mais on finit par rejoindre un horizon jamais entièrement atteignable, mais par se rapprocher d'une intimité de l'œuvre telle qu'elle a été demandée, réalisée et regardée ou vécue, qui est fascinant et qui est très émouvant. C'est très émouvant. Je veux dire que quand à Arezzo, j'ai vu, tout d'un coup, j'ai vu, ça faisait des heures que j'étais là, tout d'un coup, j'ai vu quelque chose que des gens ont peut-être vu avant moi, mais personne n'avait noté, qui était la signature théorique et individuelle de Piero La Francesca de tout cet immense ensemble de fresques, par un minuscule détail qui était en bas à gauche, la dernière fresque, et qui présentait une tête coupée regardant le spectateur d'un regard aveugle, puisque la tête est coupée donc morte. Là, j'ai vraiment eu le sentiment d'être au plus près de ce qu'avait pu penser, imaginer Piero La Francesca. Alors il y a peut-être une forme de folie dans cette idée qu'on puisse réatteindre ce qu'a rêvé ou imaginé Piero La Francesca devant sa fresque. Et il faut faire attention à bien faire la différence entre un fou et un historien. Je dirais, les historiens qui sont fous, et c'est pas plus mal d'ailleurs, et les fous qui peuvent être historiens aussi. Mais simplement, en l'occurrence, il se trouve que j'ai pu voir ce détail qui était là depuis 500 ans, parce que tout le reste de ce que j'avais regardé, commencé à comprendre, tout d'un coup me faisait remarquer ce détail, qui était là pour, comme ça, pas forcément pour qu'on le voit. En plus, c'est vraiment un détail minuscule, en bas à gauche, à la fraise, donc il n'y a pas de raison d'y faire une attention particulière. Le principal est au milieu, évidemment, pas sur les côtés. Bien, donc, voilà, je dirais, il y a cette double type d'émotion. L'émotion choc devant, pour moi, en général, le coloris, c'est-à-dire la profondeur ou le brillant coloriste, je dis bien coloriste, non pas coloré, de l'heure, ou non pas à l'inverse, mais complémentairement, l'émotion de la densité de pensée qui est confiée à la peinture. Et c'est ce que, je veux dire, me gêne dans la peinture. C'est vrai, c'est à travers les couleurs, matières, formes, etc., cette pensée. Il y a quelque chose qui pense, et je n'ai que des mots pour essayer d'en rendre compte, en sachant pertinemment que ces mots ne rendent pas compte de l'émotion qu'il y a, parce que vraiment l'émotion n'est pas verbale. Donc c'est infini, c'est tonodénaïde, je pourrais toujours remplir des mots, je n'atteindrai jamais la qualité spécifique de l'émotion d'un tableau de peinture. Donc même quand le tableau ou la fresque a été comprise, y revenir, c'est affronter à nouveau ce silence de la peinture. Alors quant au tableau préféré, j'en aurais deux. Il y a la Madone Sixtine de Raphaël, qui maintenant est à Dresde, et la Joconde de Léonard de Vinci. La Joconde, c'est difficile, il faudrait vraiment du temps pour en parler de la Joconde, donc je parlerai que de la Madone Sixtine pour l'instant. La Madone Sixtine, c'est un tableau qui a été peint par Raphaël, c'est un tableau d'autel,
peint par Raphaël, je crois, en 1500, je crois que c'est 1516, quelque chose, 1516, 1517, peut-être un peu avant, et qui représente simplement la Vierge dans l'enfant sur des nuages, avec à sa gauche à elle Sainte Barbe et à sa droite Saint Sixte, et puis en bas du tableau, en haut du tableau, vous avez deux rideaux verts entrouverts, et puis en bas du tableau, vous avez deux petits angelots qui regardent d'un air un peu mélancolique ce qui se passe au-dessus d'eux. Ce tableau a été un des tableaux les plus admirés de l'histoire de la peinture à partir du moment où il est passé à Dresde. Avant, il était dans une église à Plaisance. On savait qu'il était beau, mais on n'en parlait pas trop. Il était connu, on allait le voir, mais c'est pas un grand tableau. Dès lors qu'il est à Dresde, il devient un des tableaux mythes de l'histoire de la peinture. Et moi-même, bon, la Madone Sixtine, quand j'ai étudié Raphaël, était un tableau mythe. Et puis, je suis allé à Dresde, j'ai vu la Madone Sixtine, et j'ai été extrêmement déçu. Extrêmement déçu parce que le musée avait été réaccroché, on était en train de restaurer le musée, etc. Il y avait une plaque de verre devant le tableau, et donc ce que je voyais, que j'étais assis, je voyais les néons de la salle qui se reflétaient dans le verre, et je devinais, fait que je bouge pour deviner la peinture. Bon, j'étais extrêmement déçu, mais comme j'étais venu jusqu'à Dresde pour voir la Madone de Dresde, la Madone Sixtine, je ne voulais pas repartir déçu. Donc je suis resté. Je dû rester à peu près une heure comme ça à me déplacer, et à un moment le tableau s'est levé. Effectivement, le tableau s'est levé. D'un coup, j'ai vu Madone Sixtine, et j'ai vu, je dois dire, un des tableaux les plus profonds intellectuellement dans l'histoire de la peinture européenne. Et si on aime Raphaël, si on connaît Raphaël et si on aime Raphaël, un des plus émouvants en ce qui concerne l'art de Raphaël. Alors, pourquoi un des plus profonds? Bien parce que je crois, et c'est ce que Benjamin n'a pas voulu voir ou a vu, dont il n'a pas voulu parler, c'est que la Madone Sixtine présente très exactement le moment de la révélation du Dieu vivant. C'est-à-dire que c'est un tableau qui montre le Dieu brisant le voile. Brisant le voile, le Dieu s'exposant. Et cette profondeur du Dieu s'exposant, hein, enfant, eh bien, ce qui rend le tableau pour moi bouleversant, ce sont en particulier deux petits anges qui sont en bas, qui eux-mêmes, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font là? On n'en sait rien. On a imaginé des histoires les plus extravagantes, hein, sur ces deux petits anges. On a imaginé que c'est des portraits des enfants que Raphaël aurait avec la Fornarina. On a imaginé tout ce qu'on voulait sur ces petits anges. En fait, je suis persuadé, et pour des raisons iconographiques, sérieuses, historiques, théologiques, qu'ils sont la figuration chrétienne des chérubins gardant le voile du temple dans la région juive. C'est-à-dire que ce à quoi ils assistent eux-mêmes, c'est au fait qu'ils ne sont plus les gardiens du secret et du Dieu invisible. Le Dieu s'est rendu visible. Et cette espèce à la fois d'extraordinaire tragédie, parce que le Dieu se rendant visible, ça veut dire qu'il va mourir, le Dieu. Eh bien, il est confié, hein, ce secret ou ce mystère tragique, il est confié à des visages d'enfants. Eh bien, je trouve que c'est d'une puissance extraordinaire. Et la Madone Sixtine, effectivement, j'ai plus besoin d'aller la revoir. Une fois qu'elle s'était levée, eh ben, ça y est, mon émotion, je la garde.